Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Le 30 janvier dernier, SOS Éducation a sorti un rapport de l'éducation à la sexualité à l'école. C'est un travail d'analyse qui rassemble un comité d'experts renommés. Plus d'1 an de recherche ont été nécessaires, des entretiens, de multiples témoignages. Son objectif, comprendre ce qu'on enseigne à l'école en matière de sexualité. Est-ce toujours dans l'intérêt supérieur des enfants et des adolescents ? Les parents sont-ils toujours au courant de ce qui est enseigné ? Et cet enseignement a-t-il un biais idéologique ou non ? Nous sommes avec Sophie Audugé ce matin. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'éducation, donc déléguée générale de SOS Éducation. Alors pourquoi vous avez voulu écrire ce rapport énorme de 200 pages, 1 an de travail ? Vous expliquez que ça a commencé avec un appel d'une grand-mère après avoir récupéré son enfant à l'école, qui lui a parlé d'un cours qu'il avait reçu. Alors quel est le cours en question ? Oui, voilà. En fait, en 2019, on a été contacté par une grand-mère qui venait de récupérer son petit-fils à l'école, comme beaucoup de grands-parents sont à contribution pour aider les enfants et les petits-enfants. Et puis, le petit lui raconte qu'en fait, il a fait un moulage, et ce moulage, c'était le moulage d'un clitoris. Donc, l'enfant n'a pas compris ce qui se passait. Quand la grand-mère l'a récupéré, il était quand même très gêné, ne comprenant pas trop ce qu'il avait fait, il va parler de clito-truc, etc. Et quand cette grand-mère nous appelle, au départ, on a pensé que c'était en fait un peu un fait divers, c'est-à-dire que c'était une situation exceptionnelle, dans une école exceptionnelle, avec un intervenant exceptionnel. Et puis, au fil du temps, on a eu comme ça, on va dire, 2, 3, 4 fois par an, des situations ubuesques, jusqu'à effectivement qu'on voit un changement vraiment très important, c'est-à-dire une augmentation importante de ces situations de dérive, avec des contenus sexuels expliqués à des enfants de primaire, donc surtout en CM1, CM2, sur des pratiques sexuelles, la fellation, la sodomie, la masturbation. Et on a commencé à échanger avec des associations, et notamment avec les Mamans Louves, et on s'est rendu compte que, comme nous, ils avaient de plus en plus de situations que nous, on a appelées des dérives, puisque effectivement, les conséquences sont graves, puisque ce sont des conséquences qui sont proches des signes post-traumatiques de ces enfants qui avaient donc subi une effraction psychique, c'est-à-dire qu'on leur a imposé un contenu de registre sexuel alors qu'ils n'en avaient ni l'âge d'entendre cela, ni la capacité de l'élaborer psychologiquement, ce qui caractérise, si vous voulez, des situations où les enfants sont sidérés, bloqués, et donc on va avoir des reviviscences de cours, des cauchemars, des refus de retourner en classe, des blocages même par rapport à son corps, etc. Vous parlez de viol psychique. Alors qu'est-ce que ça veut dire viol psychique ? C'est un terme si vous voulez, c'est un terme qui est utilisé par un certain nombre de pédopsychiatres pour expliquer l'impact traumatique que cela peut avoir sur certains enfants. En fait, quand vous obligez un enfant à entrer dans un registre sexuel à un âge où il n'est pas du tout capable de recevoir cette information, Maurice Berger explique très bien les mécanismes traumatiques, c'est quand vous obligez un enfant à aborder un thème auquel il n'a absolument pas pensé avant, et donc vous faites effraction dans son psychique. C'est-à-dire que vous l'obligez à aborder un sujet qu'il soit à refuser parce qu'il n'a pas du tout envie d'en parler ou d'y rentrer à ce moment-là, soit parce que son imaginaire, c'est-à-dire ce qu'on va appeler sa vision fantasmatique, va être contraint d'imaginer des choses qu'il n'est pas en mesure de recevoir à ce moment-là. En fait, si vous voulez, l'enfant a un processus de développement qui est très connu, et ce processus de développement va faire que entre, on va dire, 3, 4 et 7 ans, l'enfant va faire sa propre idée sur son origine, c'est ce qu'on va appeler sa vision fantasmatique. Et cette propre idée, elle s'installe dans un monde de l'enfance qui est celui de l'imaginaire. C'est ses constructions à lui. Et ces constructions à lui, elles sont très importantes pour l'enfant, pour se construire, pour 2 raisons majeures. Bon, il y en a plein d'autres, je simplifie évidemment à l'extrême, mais pour 2 raisons majeures. La première, c'est qu'en fait, l'enfant, entre 3 et 7 ans, va gérer des angoisses qui sont de se développer à l'extérieur de sa cellule familiale. Donc, il est inquiet. Cette entrée dans le monde extérieur, il va devoir se rassurer. Il va se rassurer justement en créant sa propre vision du monde et en créant des relations qui le rassurent à l'extérieur de la maison, donc notamment à l'école.
Et puis, il y a ces constructions sur l'origine de la vie, c'est-à-dire la manière dont il va penser son arrivée au monde, penser la relation de ses parents. Pour l'enfant, son papa et sa maman sont des amoureux pas comme les autres, et il va construire sa propre idée. Et le fait de venir percuter ces idées-là, ces pensées-là, vont obliger l'enfant à rentrer dans une réalité qu'il n'est pas en capacité à la fois d'élaborer cognitivement et même de recevoir lui-même pour regarder le monde qui l'entoure. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on va appeler effectivement produire une effraction dans le psychisme de l'enfant et donc le terme de viol psychique. Et puis un peu après, de 7 à 11 ans, l'enfant là rentre dans une autre phase, une phase où il a des pulsions, il a toujours des pulsions, l'enfant. Hein. Après, les pulsions de l'enfance ne sont pas des pulsions sexuelles. C'est bien toute la différence. Et les pulsions de l'enfance, de 7 à 11 ans, c'est une période très particulière qui s'appelle la période de latence, où l'enfant a des pulsions qui lui permettent de mieux focaliser son attention et de plus se concentrer sur des objets d'apprentissage. Et c'est pour ça que c'est la période privilégiée pour les apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire des apprentissages, on va dire, du concret, des apprentissages littéraux. Quand on apprend les mathématiques à cet âge-là, 1 et 1 font 2, l'enfant est capable de recevoir cette information et de se l'approprier. Quand on va contraindre l'enfant à rentrer dans un registre sexuel, à ce moment-là, l'enfant, pour pouvoir appréhender ces connaissances-là, il ne va avoir qu'un mode d'apprentissage de cet âge-là, hein, c'est parce que c'est là où il en est de son développement cognitif, qui va être le mimétisme. Donc, il va devoir réaliser, mettre en situation pour s'approprier ce qu'il vient de recevoir. Donc, présenter des données ou des informations de registre sexuel, notamment sur des pratiques, va conduire l'enfant d'abord à être excité, hein, puisque ces pulsions, il les a, et elles ne sont pas orientées comme il le souhaite à cet âge-là. Il n'est pas encore assez grand pour pouvoir orienter lui-même ses pulsions. Et donc, le rôle de l'école à ce moment-là, c'est de faire ce qu'on appelle un mécanisme de par-excitation, c'est-à-dire de l'aider à orienter ses pulsions à ce moment-là sur les apprentissages et à focaliser son attention sur les apprentissages. Si on ne le fait pas, on va l'emmener dans un registre qui n'est pas un registre du réel, parce que ce réel, c'est pas le sien, il n'a pas de réel sexuel. L'enfant, il a une découverte du monde et de son corps qui est sensorielle, mais pas sexuelle. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, si on l'emmène dans un registre qui est celui du sexuel qu'il ne peut pas élaborer, eh bien, il va soit recevoir cette information comme une effraction psychique et donc avoir un effet de sidération, avoir un traumatisme, soit il va devoir expérimenter. Donc, il va essayer à la maison, il va regarder son sexe à la maison avec des miroirs, il va essayer de reproduire ce qu'il a fait dans les toilettes de l'école, etc. C'est presque... Et ça, vous avez des témoignages précis de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous dites en l'air, c'est-à-dire qu'il y a eu véritablement des impacts de ces enseignements. Bien sûr, on a des enfants qui ont suivi ces enseignements, qui ont été ensuite reçus par des pédopsychiatres, des pédiatres, des médecins, et qui ont fait des constats, si vous voulez, de ces signes cliniques que je décris, hein, à savoir post-traumatiques avec des reviviscences ou des refus de retourner en classe, ou des cauchemars, ou des repipiolis. Et puis, on a également des situations où ont été observées des enfants qui se retrouvent dans les toilettes pour réaliser ou comparer ce qu'ils viennent de voir. Alors ça, si vous voulez, ce qu'il faut être clair, c'est que les enfants peuvent le faire dans la cour. Ils peuvent parler de ce sujet qui les intéresse beaucoup, dont ils savent très bien qu'ils n'ont pas trop le droit d'en parler pour l'instant, etc. Ils le font dans la cour d'école et ça, c'est bien normal. On l'a tous vécu, on l'a tous fait. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est quand ce registre sexuel est imposé à tous les enfants, c'est-à-dire notamment ceux qui sont pas prêts à cela et qui n'ont pas envie d'être plongés dans ce monde d'adulte trop tôt. Et le problème également, c'est quand c'est fait dans une structure qui est celle de l'école et qu'on présente ces éléments-là comme un savoir identique aux mathématiques, ce que ce n'est pas évidemment. Et quand c'est fait par une figure d'autorité, qui est celle de l'enseignant, dans un espace qui est celui de l'instruction. Et donc là, si vous voulez, pour l'enfant, c'est tout un ensemble de points symboliques qui vont caractériser l'entrée d'un registre sexuel qui lui est imposé, ce que nous, on a formulé comme un environnement, un système incestuel institutionnel, c'est-à-dire qu'il oblige l'enfant à un âge où il n'a pas à le faire, il n'a pas
Oui, à être imposé il n'a pas la maturité sur une vie de cognitive, société. psychique et sexuelle à cet âge-là. Alors, je voulais vous parler, dans ce rapport, vous parlez d'Alfred Kinsey, qui a été théorisé la sexualité infantile. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette théorie de la sexualité infantile et quel a été l'impact de cette théorie et ce qu'on comprend, c'est que cet enseignement a été validé en fait par l'éducation nationale, a imprégné en partie l'éducation nationale. Alors, si vous voulez, l'origine, c'est effectivement Alfred Kinsey. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que moi je vous présente, ça a déjà été présenté, notamment par un groupe de professionnels de la santé de l'enfant et de la protection de l'enfance, qui est le REPPEA, dont Maurice Berger est l'un des vice-présidents. Et si vous voulez, ils ont déjà présenté ces travaux-là, ces analysés en 2017 dans un ouvrage. Et ils ont informé l'État français, notamment le ministre de l'époque, Jean-Michel Blanquer. Ce qui a donné lieu à une circulaire qui est celle en vigueur aujourd'hui 2018, qui a tenté de cadrer les choses, mais qui n'est pas respectée aujourd'hui. Et malheureusement, ils n'ont pas été entendus. Et quand nous, avec les Mamans Louves, on a écrit au ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, à ce moment-là, et puis ensuite à Gabriel Attal pour leur faire une description des cas de dérive graves qu'on avait constatés, ils n'ont pas réagi non plus. Donc, pour comprendre quel est le système, finalement, ce qu'on appelle avec Olivia Sarton, ce qui s'appelle le droit souple, si vous voulez, c'est-à-dire cette espèce de cadre qui n'est pas juridique, qui n'est pas formel, mais qui est quand même un cadre d'influence extrêmement puissant. Et comprendre comment on en est arrivé là, on est obligé de remonter à l'OMS, c'est-à-dire à l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un document qui a été publié en 2013 qui s'appelle les standards pour l'éducation à la sexualité dans les pays d'Europe. Il va présenter une approche, si vous voulez, de l'éducation à la sexualité qui n'est pas du tout celle que nous avons connue avant ces années-là, puisque l'approche française était comme dans plein d'autres pays d'ailleurs, était une approche de prévention. On avait une approche biologique qui consistait à expliquer aux enfants, dans le cadre des cours de biologie, dans la scolarité, quand ils en avaient l'âge, c'est-à-dire généralement à partir de la 4e, 3e, ce qu'était la reproduction, ce qu'était la puberté, donc une approche très biologique, à laquelle on a ajouté ensuite une approche de prévention, à la fois pour prévenir les grossesses, les grossesses prématurées, à la fois pour prévenir des maladies sexuellement transmissibles, avec le choc quelque part, le choc des années SIDA. Là, à partir de 2013, l'OMS va changer de paradigme et va promouvoir une approche de la sexualité qui est un élément global de la santé et qui doit être présentée aux enfants dès 5 ans comme quelque chose une sexualité positive. Une sexualité positive, signe de santé. C'est-à-dire que dès les petits, les premiers âges, en l'occurrence pour l'OMS et pour l'ONU, c'est dès 5 ans, il faut, entre guillemets, sans tabou, expliquer aux enfants que son sexe lui procure du plaisir, que s'il se touche et s'il se caresse, ça va lui faire du bien, que toutes les pratiques, les comportements sexuels sont positifs, doivent être acceptés, et qu'en fait c'est à l'enfant de choisir et d'être finalement éduqué au fait que il doit ressentir ce qu'il ressent au niveau de son sexe, que c'est naturel qu'il le ressente, qu'il ne doit pas le nier ou le rejeter, et que c'est à lui, enfant, des tout petits, de savoir si ça lui procure du plaisir ou du déplaisir et de dire oui ou non. Alors ça, si vous voulez, quand vous lisez les standards de l'OMS, qui sont tout à fait facilement accessibles, vous les retrouverez d'ailleurs en annexe de notre document qui est sur le site d'SOS Éducation et qui est en accès libre, vous êtes sidéré, si vous voulez, des âges et de ce qui est prévu pour des âges de 0 à 4 ans, de 4 à 6 ans, etc. Donc, quand vous remontez tout le fil de l'histoire, eh bien, comme vous l'avez dit, vous arrivez à un savant fou, entre guillemets, qui s'appelle Alfred Kinsey, qui a développé en fait un premier ouvrage qui a été un grand succès, parce que faut dire aussi qu'il y a eu un changement d'époque, on va y revenir, et qui donc lui a publié un livre qui portait comme thème, si vous voulez, d'analyser la sexualité des hommes américains. Or, très vite, on sait, et des chercheurs importants vont prouver qu'en fait, son travail est complètement biaisé, qu'en fait, la majorité de l'échantillon, ce sont des délinquants sexuels ou des criminels sexuels ou des pédophiles. Et du coup, Kinsey va faire son travail. Il ne sera pas inquiété d'ailleurs. Il va tenir des propos qui sont cités dans notre rapport, qui est également cité dans le livre du REPPEA. Oui. Et donc, il va
promouvoir d'une certaine manière le fait qu'il n'y a pas de mal à avoir des relations sexuelles avec des enfants, qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles les enfants d'ailleurs ne pourraient pas y prendre du plaisir, et il va mourir prématurément dans des circonstances assez glauques d'ailleurs, et ses disciples vont poursuivre son travail. On va créer aux États-Unis un institut Kinsey qui va donner lieu à une structure qui s'appelle le SIECUS, qui va être en fait tout un système d'éducation à la sexualité très proche de celui que nous a rédigé l'OMS et qui va être mis en œuvre dans les écoles américaines dès les années 60 d'ailleurs, et qui aujourd'hui est une structure tout à fait lambda, financée par le contribuable américain, et dont on retrouve, vous avez raison, alors il n'y a pas de lien, faut dire qu'il n'y a pas de lien direct, Oui, il n'y a pas de lien c'est direct. pas écrit, on s'appuie sur les standards de l'OMS dans la circulaire et dans le code de l'éducation nationale, Mais on ça le a retrouve vraiment influencé. dans le document français. Voilà, donc ça a influencé évidemment donc ce rapport de l'OMS qui influence aussi donc l'éducation nationale et donc aujourd'hui nos enfants. Vous dites qu'il n'y a pas de lien direct, mais donc il y a des influences qui perdurent depuis les années 60 et malheureusement Sophie Audugé, le temps file. Votre Juste rapport préciser est peut-être que la France a signé les standards de l'OMS. Voilà, la France a Donc signé les standards de c'est plus qu'une l'OMS, influence aujourd'hui. donc a validé ce rapport. Absolument. Votre rapport de l'éducation à la sexualité à l'école, il est disponible sur votre site SOS Éducation. On invite évidemment tous les parents à le lire pour s'informer de ce qui est appris en termes d'éducation sexuelle à l'école. On n'a pas eu le temps d'aborder évidemment tous les sujets. Merci Sophie Audugé pour votre intervention et puis pour le travail d'SOS Éducation de manière générale. À très vite.